Bienvenue à nouveau à un autre épisode du podcast Autour d'un verre. Je suis votre animateur Jean-Charles Côté-Sauvé. C'est encore une fois un réel plaisir de me joindre à vous cette semaine pour parler de golf et surtout pour parler de vin. À nouveau cette semaine, qu'est-ce qu'on a de prévu? Ben, c'est super simple en fait. Étant donné que le début de la saison est enfin arrivé, ben, je voulais vous parler un petit peu d'équipement. Je voulais vous parler un petit peu de votre sac de golf. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette année, tant au niveau des nouvelles technologies, mais peut-être aussi là, des petits conseils que je peux vous donner pour amorcer la saison du bon pied. Et j'ai décidé à nouveau cette semaine de vous parler d'un produit, mais dans ce cas-ci, je vais vous parler d'une maison, donc de plusieurs produits, et ceux et celles qui me connaissent savent que je suis un très très grand amateur de cette maison, donc je vous en dis pas plus, on va en parler dans le podcast autour de verre. Mais donc je voulais simplement débuter, étant donné qu'on est encore fin avril, début mai, mais je voulais justement vous parler un petit peu des équipements. Pour la plupart, on en a parlé la semaine passée, mais pour la plupart, c'est certain qu'on parle là, de retour aux sources, donc on revient jouer à l'extérieur, mais c'est peut-être le moment là où on regarde l'état de notre sac de golf et puis on peut peut-être se poser des questions à savoir est-ce que j'ai les bons outils dans mon sac pour amorcer une nouvelle saison. La première chose que je vous dirais, puis en fait c'est là où il y a peut-être des fois un peu de négligence, ben c'est l'état de vos prises, l'état des grippes de vos bâtons. Et je vous suggère honnêtement, la première chose, oui, c'est certain qu'on veut s'acheter des nouveaux bâtons, on va avoir la nouvelle technologie, mais des fois, là, on peut peut-être juste investir 10, 15, 20 dollars sur une grippe, puis de changer nos grippes, et ça pourrait quasiment faire comme un nouveau bâton. C'est ce qui s'use le plus rapidement. Surtout si vous jouez beaucoup, si vous jouez dans des conditions où il fait chaud, puis peut-être que vous avez un peu de résidus au niveau là, des mains. Mais des fois, tout simplement, juste de changer votre grip, ça peut faire une bonne partie du bout. Maintenant, les nouvelles technologies, d'année en année, les compagnies sortent des nouveaux drivers, des nouveaux fers. Habituellement, c'est aux 2 ans, mais ils sortent des nouveaux drivers, de la nouvelle technologie. Il y a des nouvelles technologies dans les poteux, puis je veux qu'on explore un petit peu ça ensemble. Je veux qu'on en parle. Je vais vous donner un peu mon hot take sur ce que je pense des nouvelles technologies. Puis c'est certain que moi, j'ai la chance en tant que professionnel d'avoir accès quand même à des outils de qualité supérieure. J'ai la chance aussi d'avoir des outils qui sont ajustés à moi. Donc, je fais des fittings à chaque année pour m'assurer que les outils, donc mes bâtons, ben, ça soit adéquat pour mon type d'élan, pour ma vitesse, pour le style de golf que je veux jouer. Donc, j'ai la chance là, d'aller à Toronto, à la maison mère, donc là où il y a les meilleurs club fitters de la compagnie TaylorMade se trouvent. Donc, à Toronto, je prends l'avion, 15-20 minutes d'Uber, puis je suis rendu là au centre à Toronto de TaylorMade. C'est une expérience qui est franchement extraordinaire. On arrive là, on est pris en charge, notre nom est sur la télé, ils nous attendent, puis on se sent vraiment privilégié. Et c'est là où j'ai la chance, en fait, d'essayer toutes les nouvelles technologies, tous les nouveaux bâtons, tous les types de combinaisons entre la tête et les tiges qui sont offertes. Donc, ça me permet d'aller chercher le meilleur outil possible des machinales. Maintenant, j'ai quand même une bonne connaissance au niveau des bâtons, mais je fais 100% confiance aux maîtres ajusteurs qui sont là. Donc, ben, je les laisse un petit peu aller. Moi, ce que je fais quand j'arrive, bon, je vais frapper quelques balles avec ce qu'on va appeler les gamers, donc mes bâtons que j'utilise. Et après ça, je vais laisser le club fitter faire des tests, des expériences. Il va me poser des questions. Est-ce que tu aimes la sensation? Est-ce que celle-là, je vois que tu l'as bien frappé dans le centre de la face, mais toi, est-ce que tu as un bon ressenti lorsque tu fais contact avec la balle? C'est un échange comme ça qu'on a pour essayer d'aller maximiser d'année en année les bâtons que j'ai. Et c'est là le premier conseil que je veux vous donner. Donc, autre que de changer une grippe, mais le premier conseil que je veux vous donner lorsque vous changez carrément de bâton, de set de golf, bien, allez vous faire ajuster. Il y a des très très bons maîtres ajusteurs un peu partout dans tous les clubs de golf du Québec. Lorsqu'ils ont donc des bâtons en essai ou des démos,
ben, il va y avoir quelqu'un qui va s'occuper de faire l'ajustement de bâton aussi. Imaginez que vous achetez une nouvelle voiture qui coûte des milliers et des milliers de dollars. Vous la voyez, la voiture, elle est super belle, mais vous ne faites jamais d'essai de route. Vous ne savez pas si vous aimez la conduite. Vous ne savez pas si vous aimez les options qui sont là. Vous ne feriez jamais ça, d'acheter une voiture quasiment juste au regard. Mais il y a beaucoup de monde qui font ça avec leur bâton. C'est certain que n'importe quelle voiture, si on pèse sur drive, puis elle avance, si on pèse sur reculons, puis elle recule, puis on fait sur park, puis elle bouge plus, ben déjà là, ça répond aux besoins minimum, au moins de conduire, de se rendre au point A au point B. Mais lorsqu'on a les bâtons de golf, puis je le vois tellement souvent, puis c'est une erreur qui est quand même assez récurrente. C'est de moins en moins vrai, mais les gens qui achètent des bâtons, ce qu'on appelle off the rack, donc je vais acheter ces bâtons-là, ils sont directement dans le magasin, mais les bâtons ne sont peut-être pas adéquats pour vous. Puis il faut savoir que la première chose qu'un club fitter va vous poser comme question, c'est la quantité de golf ou votre niveau de jeu. On part de là. Votre niveau de jeu, est-ce que j'achète des bâtons pour jouer 2-3 fois dans des tournois corporatifs ou je veux essayer de me qualifier pour mon interclub ou je veux vraiment m'y mettre et jouer 2-3 fois par semaine? Bien, ça ne sera pas le même ajustement. Puis c'est certain que de faire des ajustements de bâtons, c'est propre à chacun. Il y a des grandes lignes qui sont respectées, puis c'est certain qu'avec une vitesse X, on va aller chercher Y au niveau de la flexion de la tige. Donc, ça va être une tige régulière, ça va être une tige stiff, une tige extra stiff, ça va être une tige plus légère. C'est toutes des options que votre maître ajusteur de bâton va vous parler. Donc, prenez le temps. Payez-vous cette heure-là, ces 2 heures-là. Oui, il y a un frais associé à un ajustement de bâton, mais ça va vous garantir, ça va vous confirmer que les bâtons que vous allez acheter sont adéquats pour vous. C'est un investissement, surtout si vous voulez garder vos bâtons plusieurs années, mais assurez-vous au moins d'acheter la bonne chose pour ne pas vous retrouver l'année d'après et vous dire, ben, OK, finalement, mon bois 3, je ne suis pas capable de le frapper, il est beaucoup trop rigide, ou ah, mes fers, puis ça, c'est ce qui, on dirait, qui nous brise le cœur le plus, c'est quand il faut racheter un autre set de fers parce que l'autre est pas nécessairement aussi performant qu'on voulait, ou il est trop difficile à frapper, ou il est trop permissif, puis la balle a fait 15, 20, 30 verges de plus parce que le bâton nous en donne beaucoup. Donc, prenez le temps d'aller voir des club fitters. Il y en a partout. Les professionnels de golf, de la PGA du Québec sont certifiés pour faire un minimum d'ajustements de bâton, mais c'est rendu une spécialité. Les gens qui font des ajustements de bâton se spécialisent là-dedans, vont être à jour sur les types de tiges qui sortent, sur les nouvelles technologies au niveau des tiges. Je prends TaylorMade par exemple qui a sorti, si on veut, un code de couleur, donc pour rapidement répertorier dans quel type de tige on devrait se diriger. Puis après ça, ben, selon la couleur de votre profil, ben, vous pouvez aller tout de suite trouver là, des tiges plus rapidement. Puis ça rend l'expérience de fitting beaucoup plus précise, beaucoup plus agréable et un petit peu plus rapide aussi. Dépendamment des compagnies, je parle de TaylorMade, mais il y en a d'autres, dépendamment des compagnies, ils vont tous un peu avoir leur philosophie, leur façon d'ajuster les bâtons. Mais sachez que la personne qui est maître de l'ajustement de bâton, ça reste vous. Vous donnez beaucoup de feedback, beaucoup de rétroaction à votre ajusteur de bâton qui, lui, va vous écouter et va réussir à mettre la main sur la bonne tête. Donc, quel type de tête vous voulez? Est-ce que c'est des blades? Est-ce que c'est des game improvement? Donc, des bâtons pour vous aider. Puis par la suite, ça va être la même chose pour les tiges. Quelle sorte de tiges? Est-ce que vous voulez des tiges en acier, en graphite? C'est un monde immense, une expertise que je respecte beaucoup. Je l'ai déjà fait dans le passé, là, dans le temps où Nike faisait des bâtons de golf. Je faisais l'ajustement de bâton. Mais depuis ce temps-là, là, on parle de 2000, on parle quasiment il y a 10 ans. Il y a 10 ans, 11 ans, je faisais de l'ajustement de bâton, on est complètement ailleurs. Dans ce temps-là, on avait quelques options pour enlever la tête, donc pour prendre une tête puis la changer avec les tiges. Maintenant, c'est possible de le faire là, avec pratiquement tous les bâtons. Et l'option qui est la moins vue au niveau des ajustements de bâton, et c'est là où je vous encourage à le faire, qu'on n'y pense pas, c'est les wedges, c'est les putters. Les gens, les putters,
la technologie, elle évolue, mais elle évolue pas aussi rapidement, exemple, que les drivers. Ça reste un petit coup où on n'a pas nécessairement besoin d'utiliser beaucoup de vitesse, mais de plus en plus, on voit l'arrivée des putters qui sont center shaft, donc face balance aussi. On va aller chercher des putters qui sont toe hang. C'est plein de terminologie que je ne veux pas nécessairement explorer davantage parce que ce n'est pas le but du podcast, mais des putters zero torque, les fameux ZT, si on prend exemple de TaylorMade à nouveau, parce que c'est les bâtons que moi j'utilise. Donc moi j'ai un putter ZT de TaylorMade, donc zero torque. Ça veut donc dire que mon putter va être balancé, donc c'est beaucoup plus facile à garder le putter droit en arrière, droit en avant. Mais c'est pas pour tout le monde, ça. Oui, c'est une nouvelle technologie, mais c'est pas pour tout le monde. Puis on voit de plus en plus ces putters-là arriver avec la compagnie Lab, qui a, selon moi, mis un peu cette technologie-là sur la map. Ben, on en voit beaucoup sur le PGA Tour, et des Adam Scott de ce monde, des J.J. Spawn qui a gagné l'Omnium américain avec un putter Lab. Ben, maintenant, toutes les compagnies se joignent à la fête et font des Zero Torque. Mais c'est pas pour tout le monde. Puis de prendre le temps de faire un ajustement au niveau du putter, au niveau des wedges, c'est quel type de bâton, quel type de wedge vous avez besoin, quel angle, quel bounce. C'est toutes les choses que vous allez pouvoir discuter avec votre ajustement, lors de votre ajustement avec un compétiteur. Donc, on achète des nouveaux bâtons, on se fait quitter, on reçoit les nouveaux bâtons, et là, maintenant, c'est l'heure de l'essayer sur le parcours. Puis, on a tous un peu, puis moi le premier, on a tous un peu cette fébrilité-là de dire, hey, j'ai des nouveaux bâtons, je vais aller les essayer sur le terrain. Et le petit bémol ou le petit avertissement que je veux vous lancer, c'est lorsque vous arrivez sur le parcours avec des nouveaux bâtons, donnez-vous une petite période d'adaptation. Surtout si c'est des nouveaux bâtons, une technologie qui a changé énormément entre vos bâtons que vous aviez depuis 30 ans. C'est les bâtons de mon grand-père, j'entends ça tellement souvent. Puis là, je m'y mets, fait que je vais avoir mes propres bâtons. Mais la technologie, d'année en année, change un peu. Mais la technologie, entre il y a 25 ans, les fers qui se faisaient et les fers d'aujourd'hui, on est complètement dans un monde à part. C'est complètement différent. Donc, donnez-vous le temps, donnez-vous les ressources, donnez-vous les chances de vous adapter à vos propres bâtons. Et d'aller sur le parcours, souvent, c'est la meilleure façon de le tester parce qu'au final, vous achetez vos bâtons pour jouer sur un parcours et non simplement de frapper dans un écran ou dans un terrain d'exercice à l'extérieur. Donc, l'équipement, ça joue pour beaucoup. Maintenant, petite question quiz, puis je vais vous laisser répondre, je vais vous laisser un petit peu de temps. Quel est le seul équipement qu'on va se servir à chaque ronde et à chaque coup? Donc, le seul équipement qu'on se sert à chaque ronde et à chaque coup. Certains vont penser, bon, ben le putter, je potte à chaque fois. Ben ça, c'est pas à chaque coup. Oui, c'est beaucoup. C'est 36, c'est 32, 30 pour les bons putters, 40 pour ceux qui ont un peu de travail à faire sur les verres. Mais c'est pas à chaque coup. Le gant, ben non. Moi, je potte pas avec un gant. Même que 50 verges et moins, je mets pas de gant. Je vais avoir la sensation du bâton, je vais avoir le ressenti. Ça m'aide un petit peu avec le fil. Mais la seule partie d'équipement que vous servez à chaque fois, c'est votre balle. La balle de golf, il y a deux extrêmes. J'entends les gens qui me disent, ben moi, les balles de golf, je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne, fait que c'est pas grave, je vais aller acheter de la Kirkland, je vais aller acheter des balles. Moi, j'ai des balles usagées ou des balles de seconde main. Donc, qui ont été retrouvées dans des lacs, puis la balle est un peu brune, la balle est un petit peu endommagée, elle a des scoffs. Ou j'ai l'inverse, j'ai des gens qui me disent, ben moi, je ne jure que par ce qu'on va appeler les balles premium. Les balles premium, maintenant, c'est en haut de 70$ la douzaine. C'est quand même beaucoup de sous pour une balle. Surtout quand tu commences ta première ronde, ton premier trou, il y a le lac à gauche, tu frappes dans le lac. Bye bye. La balle n'est plus là. Ça fait mal un peu au cœur de mettre une balle dans l'eau quand ça coûte 72$ la douzaine. Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? La réponse, c'est non. Par contre, les balles premium, il faut savoir que c'est des balles avec plusieurs couches. Donc, de 5 couches, 4 couches, ça va être des balles premium où on va avoir beaucoup de technologie dans la balle.
Maintenant, il faut savoir que quelqu'un qui frappe une slice, énormément de slides, donc il met beaucoup d'effets gauche-droite pour un droitier, bien si on prend une balle plus molle, la balle, elle va juste slicer plus. Donc d'aller chercher une balle un peu plus dure, ben, ça peut peut-être vous aider. C'est certain qu'on compromet un peu de sensation autour des verres, mais entre slicer 60 verges ou avoir une balle sensiblement droite, puis de devoir jouer une balle un peu plus à court pour nos coups d'approche pour qu'elle roule au trou au lieu d'arrêter, ben, ça peut des fois être bénéfique. Donc, mon but ici, c'est pas de vendre moins de balles premium, moins de balles à 72, 75 la douzaine, mais mon but, c'est de vous conseiller, de vous outiller un peu pour dire, ben oui, il y a des bonnes balles, des balles premium qui utilisent sur le PGA Tour, les LPGA, les circuits seniors, mais ça ne veut pas nécessairement dire que cette balle-là est bonne pour vous. Ça ne veut pas nécessairement dire que cette balle-là, elle vous convient. Et ça, je vous dirais que d'aller dans les boutiques de golf, puis de voir un professionnel de la PGA du Québec, puis de lui demander, regardez, moi, ça c'est mon niveau de jeu, ça c'est ma vitesse de bâton, qu'est-ce que tu me suggères? Bien, il va sûrement vous conseiller une balle qui va être propre à votre type de jeu. Donc, je vous dis, des balles de seconde main, des balles qui ont été trouvées dans le lac, des balles qui ont des marques dessus, c'est sûr et certain que ça va être dommageable. Parce que la balle, elle n'est pas en état d'être frappée, ça se peut qu'elle bouge un peu. Mais encore là, tout dépend de votre niveau de jeu et de vos aspirations. Il y en a plein qui vont me dire, ben moi, regarde, ça me convient parce que la balle, je sais que je vais en perdre 5, 6, 7, 8, 10 pendant une partie. Je n'ai pas le goût que ça me coûte les yeux de la tête pour des balles, c'est une chose. Mais sachez que dans chacune des compagnies, des grandes compagnies de golf, ils vont faire des balles pour différents niveaux, pour différents budgets, pour différents objectifs. Si on prend, moi par exemple, je joue de la TaylorMade, je joue de la TP5, bien, j'ai une bonne vitesse de balle, j'ai une bonne vitesse d'élan, donc je vais aller chercher la TP5 et non la TP5X. Moi, c'est la balle qui me convient. Est-ce que ça veut dire que cette balle-là, elle est bonne pour tous ceux qui frappent loin, qui veulent avoir beaucoup de sensations? La réponse, c'est non. On peut aller chercher des balles qui sont un petit peu plus dures pour nous donner un peu plus de distance ou pour minimiser l'effet rétro, l'effet donc de rotation. Ça me fait toujours rire, puis je pense que c'est Lee Trevino qui a dit ça. On se bat tellement à faire avancer la balle de vouloir la frapper plus loin, on ne commencera pas à essayer de la faire reculer. Donc, il y a plein de monde qui viennent me voir pour des leçons, qui disent, ben moi, Jean-Charles, je veux faire spinner la balle, je veux qu'elle tombe puis qu'elle recule. Mais on a assez de misère à la frapper pour qu'elle avance. Si on peut simplement avoir une balle qui tombe et qui reste sur le verre, ben déjà là, c'est un bon objectif d'accompli. Donc, les bâtons, on se fait fitter les balles, on demande à un professionnel de golf. Puis après ça, mais c'est certain qu'au niveau de l'équipement, la composition d'un sac, je pourrais faire un épisode au complet simplement sur ça. Mais de plus en plus, on voit des tendances, même chez les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses au monde, de s'éloigner des fer 3, fer 4, voire même des fer 5. J'en vois de moins en moins. Et de plus en plus, on se dirige vers des bâtons hybrides qui sont plus faciles à frapper, des bois d'allée, des bois 7, des bois 5. On en voit beaucoup parce qu'on est capable d'aller chercher une hauteur de balle, puis on est capable d'aller chercher une belle envolée, que la balle elle va faire un peu plus de distance. Et dans l'herbe longue, c'est beaucoup plus facile de faire sortir un bâton hybride. Donc, la balle elle va sortir dans l'herbe longue avec un bâton hybride, surtout pour les gens qui ont un petit peu moins de vitesse de bâton. C'est certain, moi je suis cordonnier mal chaussé, je vous dis de moins aller vers les fers longs. Moi j'adore frapper des fers, voire même cette année, j'ai décidé d'ajouter un fer 1 dans mon sac. Donc, moi je suis un joueur de fer, j'ai appris à jouer comme ça, mais comme je vous ai mentionné, bonne vitesse d'élan, je suis capable d'aller chercher une certaine vélocité pour que la balle sorte de l'herbe longue, mais c'est certain que je compromets un petit peu de facilité pour que la balle sorte du rough. Donc, je vous suggère d'aller vers des bâtons hybrides, et encore là, c'est une conversation qu'on peut avoir avec notre étude. Alors, ça couvre les bâtons, l'équipement. C'est certain qu'il y a des super beaux sacs, un peu moins de technologie dans les sacs, par contre, vous pouvez toujours aller chercher les types de sacs qui vont correspondre avec votre type de golfeur. Si vous êtes quelqu'un qui aime marcher, qui aime vous mettre au défi là, physiquement, ben des carry bags, donc avec les pattes, des stand bags, qui sont quand même assez légers. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup de poches pour mettre des manteaux et ces choses-là, mais il y a des super bons sacs, des bons carry bags donc, dans chacune des compagnies. Puis par la suite, ben,
Vous avez ce qu'on appelle les card bags. Les gens qui jouent au golf, eux autres, c'est automatiquement en voiturette, mais le card bag va avoir plus d'espace pour mettre vos manteaux, vos gants de pluie, des balles additionnelles, des tees, toutes ces choses-là. Par la suite, ben, si jamais vous êtes intéressé ou vous voulez avoir un sac qui visuellement est quand même impressionnant, il y a toujours l'option des staff bags, donc les gros sacs qu'on voit sur le PGA Tour. C'est plus rare, mais j'en vois quand même pas mal pendant l'été. Euh, Puis c'est certain que c'est des sacs vraiment de qualité, voire même là, certains c'est des œuvres d'art, là, des éditions limitées qu'on voit pendant les tournois majeurs. Mais, ça peut être intéressant aussi, mais le sac a un petit peu moins de technologie. Par contre, c'est certain que c'est le côté un peu plus fashion de notre équipement. Fait que c'est toujours un peu intéressant de ce côté-là. Ça couvre l'équipement et je pense que plus ça va aller, c'est certain que c'est une des questions que je vais poser avec les intervenants que je vais interviewer pendant mon podcast, mais c'est souvent là où je vois le plus de négligence et c'est là où vous avez peut-être la plus grande opportunité d'amélioration sans changer votre élan, d'aller vous faire ajuster, puis de faire un club fitting avant d'acheter des bâtons qui vous coûtent des centaines, voire même des milliers de dollars, mais c'est toujours une bonne idée. On se tourne vers le vin. Cette semaine, je vais vous parler d'une maison que j'affectionne beaucoup. C'est une maison italienne et ceux qui me connaissent bien ou qui écoutent le podcast, ils m'ont même déjà fait le commentaire. On est surpris que tu ne nous en aies pas déjà parlé. Mais une de mes maisons que je favorise beaucoup parce que j'aime ce qu'ils font, j'aime la quantité de produits différents qu'ils ont et c'est un produit que j'ai toujours mis sur mes cartes des vins. C'est un peu ma signature si on veut, j'aime ça mettre cette maison-là et c'est la maison Brancaia. Alors Brancaia, ce qui est intéressant, euh, c'est papa, maman dans le temps qui ont parti la famille et maintenant euh, ben c'est la fille de ces parents-là qui a décidé de reprendre le vignoble familial. Et je dois dire, pour avoir échangé avec le représentant, euh, Carl, que je vais recevoir éventuellement sur mon podcast, c'est une maison qui est familiale, mais qui commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Et je sors mon cellulaire parce que je veux simplement vous lister, puis je ne veux pas en oublier, euh, la quantité de produits qu'ils ont en SAQ. Donc, Brancaia, ce que j'aime, ce qui a attiré mon attention, parce qu'il faut savoir que lorsque j'avais 19 ans, j'ai passé mon cours de sommellerie. C'était un peu ma façon d'étudier l'Italie. Puis ceux qui ont fait leur cours de sommellerie ou ceux qui aspirent à faire leur cours de sommellerie, je vous le dis, l'Italie, c'est compliqué. L'Italie, c'est vraiment compliqué. On a 20 régions en Italie. Donc, d'essayer de comprendre chaque particularité, puis l'Italie, bon, ben, tout le monde qui a vu un petit peu là, au niveau de la géographie sur une map, l'Italie, c'est fait en forme de botte. Mais les 20 régions ont leurs particularités, les 20 régions ont leur propre typicité, ils vont faire des types de vins. Euh, et c'est ça qui est intéressant, Brancaia est un petit peu partout sur ça. Donc, ce qui m'a attiré chez Brancaia, puis je reviens à mon idée première, ce qui m'a attiré chez Brancaia, c'est que visuellement, les étiquettes sont toutes pareilles. La seule chose qui va changer, c'est les couleurs. Donc, lorsqu'on se promène à la SAQ, si je vous dis d'aller sur le site de la SAQ ou de l'application mobile et simplement d'écrire Brancaia, vous allez voir que c'est toujours des étiquettes d'une couleur avec le centre qui est écrit Brancaia au centre et les noms est écrit en dessous. Donc, visuellement, c'est très facile à repérer. Brancaia fait un vin blanc. Il s'appelle le Il Bianco. Donc, Il Bianco, je vous en parle, mais il est quand même assez difficile à aller trouver à la SAQ parce qu'il faut savoir que c'est un produit qu'on appelle une spécialité par lot. Donc, c'est un lot qui rentre à la SAQ. Ils vont distribuer ça dans le réseau, mais une fois qu'il n'y en a plus, mais on va seulement avoir un deuxième lot. Actuellement, c'est 2 lots par année. Donc, lorsque je vois du Il Bianco, je m'empresse d'aller en acheter un peu parce que je sais qu'il n'y en aura plus très bientôt. C'est assez populaire le Bianco. Donc, au niveau de la hiérarchie, le Brancaia, on a le Brancaia Tre, qui est un assemblage. Donc, on est en Toscane, on est sur du Sangiovese. C'est un produit qui passe partout. J'aime ça avoir un petit peu de Brancaia Tre dans le cellier. On mange des pâtes, on mange une pizza. On va avoir un vin rouge en limite de semaine.
Ben, c'est pas énormément de soupe, c'est toujours super bien fait. Donc, le brancaillatre, moi, habituellement, j'en ai toujours une ou deux bouteilles. On va souper chez des amis, c'est une bouteille que j'aime bien apporter. Ensuite, on va monter un petit peu, donc le Brancaya, le numéro 2. Donc, le numéro 2 a un petit peu plus une typicité là, de produit, si on veut, euh, un mix entre un vin bordelais, donc on va avoir 100% de Cabernet Sauvignon. On a une très très belle trame aromatique, mais c'est un vin qui est un petit peu plus costaud, qui là s'accompagne un peu plus avec les viandes, avec des grillades. C'est super super bien fait. Donc on part le Brancaiatre, ensuite on a le numéro 2 et on se dirige sur le Chianti. Donc le Chianti 100% Sangiovese, où là vraiment on a une super belle expression d'un Chianti italien typique. Ça se veut être une signature qui est très typée des vins italiens, une belle acidité, on a des belles notes de fruits, mais on a une très très belle longueur en bouche et on a des tanins, donc la structure de ce vin-là est toujours super bien respectée. Donc on a le Chianti par la suite. Et lorsque vous voulez vous gâter, il y a deux vins. Plus difficile à aller chercher, on a ça s'appelle le Ilatraya. Et le Ilatraya, en fait, ça c'est une fois par année. Le Ilatraya rentre. On a vraiment une très très belle expression. Là, on parle là, de 90-91 $ de mémoire. C'est quand même un vin italien de haut de gamme, mais si jamais vous voulez vous gâter, vous allez chercher des plats plus raffinés, ben, ça peut être une super belle trouvaille. Ilatraya, très difficile à trouver. Il n'y en a vraiment pas souvent dans le système, ça rentre juste une fois par année. Mais je veux finir avec, peut-être, puis vous expliquer un peu pourquoi j'aime la maison Brancaia. Comme je vous ai expliqué, les vins blancs, donc on a le Il Bianco, on en a seulement qu'un. Ils font un rosé pas disponible dans les SAQ. Mais donc on a le Il Bianco, on a le Tré, on a le numéro 2 et on continue à monter le Chianti Classico, ensuite le Ilatraya et on finit avec le costaud, donc la signature de la maison qui s'appelle le Brancaia Il Blue. Le Il Blue, super facile à voir, comme je vous ai dit, l'étiquette, vous allez le voir à la SAQ. L'étiquette est bleue. Là, on parle de 125 $ la bouteille et c'est franchement exceptionnel comme produit. C'est l'osmose et le savoir-faire des vins italiens se retrouvent dans cette bouteille-là. Donc, le Il Blue, si vous voulez vous gâter, c'est la fête de quelqu'un, une fête importante, quelqu'un que vous appréciez pendant le temps des fêtes, vous voulez vous gâter, puis vraiment offrir une belle bouteille de vin. Vous allez avoir le Il Blue, il n'y en a pas énormément, mais habituellement, des produits de cette valeur-là, c'est rare que c'est ce qu'on va retrouver le plus. Le Tré et le Chianti, même le numéro 2, je vous dirais qu'ils sont dans la majorité des SAQ au Québec. Le Il Bianco va sortir pour la saison estivale qui s'en vient. Et comme je vous dis, si jamais vous avez la chance de voir le Il Bianco sur les tablettes de la SAQ, ben, je m'empresserais d'en prendre au moins une bouteille pour essayer ça là, sur votre terrasse cet été. Et je veux finir parce que le thème, en fait, la thématique de ce podcast, c'est l'équipement. Je veux terminer sur un petit peu, puis là, ce ne sera pas nécessairement de l'équipement, mais vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Lorsqu'on boit du vin, la majorité des gens me posent la question, surtout quand je travaillais en restauration, me posent la question, est-ce que je devrais mettre ce vin-là en carafe? Est-ce que je devrais ouvrir la bouteille un petit peu d'avance, 2-3 heures, le mettre en carafe pour le faire arrêter? Et il faut comprendre que ce n'est pas tous les vins qui nécessitent un coup de carafe, ce n'est pas tous les vins qui nécessitent non plus d'être décantés. Et il y a une différence, malgré qu'elle soit quand même assez minime, mais la différence, elle existe quand même et elle est surtout très importante. Passer un vin en carafe, on va prendre la bouteille, on peut même la verser à l'envers, le bousculer parce que c'est un vin qui est jeune, c'est un vin qui est fermé, qui veut aller chercher un petit peu d'oxygène. Donc là, on peut venir bousculer le vin un peu, justement pour que l'oxygène puisse s'imprégner dans le vin et le faire ouvrir, le faire évoluer un peu. Imaginez un jeune vin. Jeune vin, on va parler, mettons, un vin dans son adolescence. Donc, on va aller chercher des vins qui sont en bas de 10 ans. On peut commencer à les mettre en carafe, puis de les bousculer un peu. Si je prends un vin qui a beaucoup d'âge, 20, 30, 40 ans, 50 ans, et je le bouscule, donc je le mets dans une carafe, bien là, je vais peut-être perdre
de ce côté évolutif-là. Et il faut savoir que l'oxygène fait évoluer le vin. Donc, si le vin est déjà évolué, ça se peut que le vin devienne complètement flat et qu'on le perde. C'est là où on va décanter un vin, donc où on va prendre la bouteille et avec l'aide d'une lumière, on va essayer de séparer les particules, les dépôts qui se sont accumulés dans le vin pour simplement avoir le liquide, donc le vin, et pas avoir les dépôts qui s'y retrouvent. Il n'y a rien de dommageable à boire quelques dépôts, mais ce n'est pas nécessairement l'expérience qui est la plus agréable. Donc, ce que je vous suggère, c'est pour des vins plus jeunes, n'hésitez pas à les mettre en carafe pour les faire aérer. Puis, je vous dirais même, l'expérience que j'aime faire avec les clients ou les gens avec qui je fais des dégustations, on va se servir un vin de la bouteille, un 2 onces et demie. On va se servir un verre directement dans la bouteille. Ensuite, on va passer le vin en carafe, puis on va se garder ce 2 onces-là et on va utiliser le vin qu'on a servi, donc dans notre carafe, qui a évolué, qui a été oxygéné un peu, 30, 45, 50 minutes plus tard, puis vous allez voir la différence de fruits, l'explosion des saveurs va se retrouver un petit peu plus au niveau des carafes. Lorsque vous décantez un vin, c'est certain qu'il faut faire attention, parce que là, on parle des produits un petit peu plus âgés, où le vin est un petit peu plus fragile dû à son âge. Donc, quand on va décanter un vin, habituellement, on va le voir là, dans les moments qui suivent, justement pour aller apprécier le côté évolutif du vin. Mais c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment mieux avoir un vin jeune, sur son acidité, sur son fruit. Puis quand on va aller sur des vins un petit peu plus âgés, bien nécessairement, j'en ai parlé dans un podcast antérieur, mais la couleur va diminuer un peu, mais le profil aromatique va changer complètement. On est sur des notes plus de cacao, plus de tabac, plus de café, des fruits qui sont confits au niveau des vins rouges. Donc, c'est une belle expérience, mais ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Puis, c'est certain que la majorité des produits que vous allez trouver en SAQ, ça va être des vins jeunes habituellement, dépendamment des types de vins. Là, 5 ans et moins, vous allez trouver là, des produits. Il y a même des bouteilles de 2026 là, qui vont commencer à apparaître là, dans les prochains mois. Donc, ça va faire drôle de voir des bouteilles de 2026, alors que quand j'ai commencé, là, on était plus des grands millésimes, là, sur du 2009-2010. Donc, le temps avance, puis les bouteilles de 2009-2010, si vous en avez encore dans votre cave, bien, ils vont commencer, dépendamment du type de vin, à être prêts à boire. Alors, au niveau de l'équipement, une carafe peut servir pour décanter un vin. Il y a des gens qui vont dire, ben moi j'ai un décanteur ou j'ai une carafe. C'est un nom différent, mais c'est plus la façon dont on va verser le vin, puis surtout l'idée derrière décanter versus carafer. C'est la petite nuance que je voulais faire avec vous. Et si vous êtes des amateurs de vin, puis vous voulez boire des bonnes bouteilles, je vous ai parlé du Île Bleu, je vous ai parlé du Cheval des Andes, je vous ai parlé du Maslaplana, bien faites-vous un beau cadeau, puis allez vous acheter des beaux verres de vin. Si vous voulez un verre qui est universel, c'est le Riedel Ouverture. Ça se trouve un peu partout. Mais payez-vous des beaux verres de vin, ça ne coûte pas une fortune, puis vous allez voir, il y a des types de verres pour chacun des vins, mais le Riedel Ouverture, c'est un peu comme notre verre passe-partout. Riedel, c'est une compagnie que j'adore. Je vous invite à aller voir leurs médias sociaux, ils ont des carafes absolument extraordinaires, c'est des œuvres d'art, mais des types de verres, ça fait vraiment une différence lorsque vous allez déguster, puis si vous voulez vous y mettre un petit peu plus au niveau de la sommellerie, de la dégustation. Donc, je vous encourage à aller chercher des verres qui sont adéquats. Ça a été super agréable. J'aurais pu parler de l'équipement pendant des heures et des heures. J'aurais pu vous parler de la maison Brancaia. C'est certain que lorsque je vais rencontrer le représentant qui m'a initié à Brancaia, ben c'est certain qu'on va parler un petit peu plus en profondeur parce que c'est une maison que j'affectionne beaucoup. Il y a toujours des produits Brancaia à la maison prêts à déguster avec des bons amis. Alors, je vous rappelle que le podcast Autour d'un verre, c'est du premier départ jusqu'au dernier verre. Je vous souhaite une bonne dégustation, une bonne semaine et on se reparle très bientôt. Santé!